Pour revenir à la question d'Étienne, ou plutôt au clustre de questions d'Étienne. Là aussi, tu es très français. Moi, j'ai très souvent, quand je suis dans les festivals, quelqu'un me pose une question qui dure 10 minutes et puis je suis censé donner ma réflexion là-dessus. Donc voilà, ça m'étonne toujours. Mais pour revenir, je suis d'accord avec toi que le tirage au sort peut avoir plusieurs modalités, plusieurs fonctions. La Belgique et la France ont déjà le tirage au sort à un seul niveau. C'est dans les jurys d'assises. On dit aussi jury d'assises chez vous en France. Voilà. Et donc, là, effectivement, c'est le seul endroit dans notre vie publique où le tirage au sort a toujours une petite fonction. Hormis ça, être assesseur au jour des élections, on est aussi plus ou moins tiré au sort, mais là, c'est vraiment pour faire un boulot de con, on va dire. Voilà, moi, je l'ai fait très souvent. On m'a donné un sandwich et une Fanta, et voilà mes devoirs. Et là, vous voyez vraiment comment l'État belge apprécie ma contribution au fonctionnement de l'État. Voilà, j'étais assesseur il y a quelques années. C'était pourtant un terrain ethnographique fort intéressant. Et donc avant, on avait encore une troisième fonction du tirage au sort dans l'État belge. C'est Napoléon qui nous a appris. C'était le tirage au sort dans le contexte militaire. Donc voilà, à partir de 1800, à peu près, on va dire, il y avait un besoin d'avoir des conscrits, on dit en français, des conscrits, pour remplacer le système de soldats volontaires, en quelque sorte, les mercenaires, c'est ça, voilà, merci. Et donc voilà, c'est un système qui était censé partager les charges de façon équitable. Nous connaissons tous la suite. Les riches qui étaient tirés au sort pour aller servir la patrie en attrapant le syphilis allaient vendre plutôt leur obligation à un pauvre à qui on donnait 10 000 euros pour qu'il passe une année dans les baraques et les casernes de l'armée belge ou française. Et donc, moi je pense, c'est une hypothèse que j'ai formulée dans mon livre, quand au XIXe siècle, les socialistes ont défendu une implication plus importante des pauvres, des ouvriers, du prolétariat dans la vie publique. Ils ont toujours défendu le droit de vote et pas le tirage au sort. On le voit dès le début du Parti ouvrier belge en 1885. Et je pense une des raisons pourquoi ils ont insisté sur le droit de vote et pas le droit de parole à travers le tirage au sort, c'était justement la très mauvaise expérience avec le tirage au sort militaire. Parce que là, le tirage au sort militaire était un instrument étatique qui servait l'aristocratie. Pas forcément, pas théoriquement, mais dans la pratique, c'était le cas. C'était censé partager les charges publiques, alors que ça favorisait, une fois de plus, les riches dans ce pays. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les socialistes ont tout simplement essayé de démocratiser la procédure aristocratique qui sont les élections, pour justement après constater, maintenant un siècle et demi plus tard, qu'on a beau démocratiser une procédure aristocratique, 2 siècles et quelques après la Révolution française, notre soif démocratique n'est toujours pas assouvie par le droit de vote. Le droit de vote, c'est quelque chose de formidable, bien sûr. J'ai longtemps passé au Congo, j'ai publié ce livre sur l'histoire du Congo. J'ai vu des gens mourir pour avoir le droit de vote. Au même moment qu'en Europe, ici, on s'en sert de moins en moins. Et je ne dis pas que nous sommes des paresseux si nous n'allons plus voter. Je pense que c'est une critique trop facile à faire. Les gens ne vont plus voter, ils ne vont plus voter parce qu'ils se rendent compte que, fin de compte, il n'y a pas une grosse différence à faire entre aller voter ou pas. Même dans un pays comme le nôtre qui a l'obligation de vote, on voit que aller voter, les gens font une espèce de calcul, c'est un petit effort, mais si le résultat est encore moindre, à quoi bon ? À quoi bon ? Donc on voit effectivement, on a essayé, notamment grâce à l'action socialiste, de démocratiser une procédure aristocratique, le droit de vote, et fin de compte, on voit que l'appétit démocratique n'est toujours pas assouvi. Au moment où presque le monde entier a le droit de vote,
les gens réclament quelque chose de plus. C'est ce qu'on appelle le droit de parole, le droit d'expression. Et donc voilà, le tirage au sort, je pense que nous arrivons à un moment fort intéressant dans l'histoire de la démocratie représentative. Vous voyez, je commence à parler comme un Français, je prends mon temps. C'est fort agréable en fait, il n'y a aucun stress. Les gens m'écoutent, ils sont aussi francophones, ça aide sans doute. En Flandre, ils seraient déjà en train de tourner leurs doigts, je pense, mais bon. Et donc, on voit effectivement un engouement petit à petit pour reconsidérer le tirage au sort. Et on a beau dire que les politiques ne veulent pas, c'est en train de se faire. La semaine passée, je suis allé sur tous les sites web et dans mes propres archives pour voir ce que les partis belges, les 12 partis belges ont dit les 2 dernières années par rapport à la démocratie participative, la démocratie délibérative et le tirage au sort. Eh bien, à ma grande surprise, de ces 12 partis, il y a 10 partis que dans le programme ou dans leur discours tout récent, de 2013-2014, prônent la démocratie participative. Moi, je sais fort bien qu'à 5 semaines des élections, les promesses, ça ne coûte pas cher du tout. Mais il faut aussi, donc ça c'est un peu la lecture cynique, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a 4 ans, quand nous avons eu les dernières élections fédérales, législatives, parlementaires, on n'en parlait pas. Donc, on arrive à mettre quelque chose à l'ordre du jour. Et je pense que c'est fort important. C'est déjà un premier pas. Je ne pense pas qu'à partir du 26 mai 2014, nous allons avoir un Sénat tiré au sort. Je ne pense pas. Mais on voit notamment, il y a plusieurs partis qui vraiment, mais je parle vraiment du PvdA plus PTB, le PTB jusqu'au NVA, qui sont d'accord. Ils sont en train de se perdre dans les bagarres très prévisibles à 5 semaines des élections. C'est toujours la même histoire. Et pourtant, il y a une chose qui les noue actuellement, c'est qu'ils ne savent même pas, ils se rendent même pas compte, mais ils prônent tous une démocratie qui laisse plus la parole aux citoyens. Donc voilà. Mais pour revenir à la question, donc trois façons, trois modalités d'utiliser le tirage au sort, surtout la troisième. Surtout la troisième. Comment on va faire, selon toi? Peut-être que tu as une autre idée. Comment est-ce que tu vois venir ce dont tu parles, le système dont tu parles, le bicaméralisme, et comment tu le vois venir sous la plume d'un élu, sous la plume d'une assemblée élue? Comment est-ce qu'on fait si on ne tire pas au sort l'Assemblée constituante? Peut-être que je suis moins cynique que toi, Étienne. C'est aussi parce qu'en Belgique, on vient de voir que les sénateurs se sont auto-condamnés, auto-supprimés. Cette semaine ou la semaine suivante, peut-être quelqu'un le sait, on vient de voir la dernière séance du Sénat traditionnel. Et donc, à partir de juin, pour la première fois, on va avoir un Sénat qui sera composé avec des sénateurs issus d'une élection indirecte. Donc, ça va être des sénateurs venus du Parlement flamand, wallon et bruxellois et germanophone. Ils ont changé justement pour réduire le coût, c'est beaucoup moins cher. Donc il y a 75 salaires qui seront 75, c'est presque autant que 75 salaires qui ne sont plus à payer. Et parce qu'ils veulent aussi en quelque sorte, comme les régions en Belgique commencent à avoir de plus en plus de pouvoir, ils veulent avoir une chambre de réflexion entre les pouvoirs régionaux. Et donc ça devient un petit peu comme le Sénat américain à l'origine, où le Sénat ne sert plus les fonctions et les intérêts de l'aristocratie, mais plutôt la diversité géographique du territoire. Donc là, on voit effectivement que les sénateurs eux-mêmes ont été prêts à changer le Sénat. Ceci dit, on est encore loin. Mais moi, j'ai 2 fois eu la chance de parler avec la présidente actuelle du Sénat, et on a dit c'est quand même dommage que vous changez le Sénat maintenant et le tirage au sort n'a pas de fonction. Et en fait, plusieurs personnes nous ont dit, et elle aussi, oh, c'est dommage qu'on n'a pas su avant. Mais ça, tu me regardes comme un paysan qui regarde une centrale nucléaire. Je suis consterné. Tu es consterné. Tu penses qu'elle était sincère? C'est-à-dire qu'elle imaginait, ah mince, si j'avais su, ah c'est con, je viens de perdre le pouvoir, mais si j'avais su, j'aurais démissionné pour instituer une chambre tirée au sort. Tu crois qu'elle aurait
ce qui m'a frappé dans ton discours, c'est le vocabulaire, crapulisme, escroquerie, eux, les escrocs, voleurs de pouvoir. Mais je comprends aussi parce que tu es français. Une fois de plus, mais franchement, je pense que la politicienne en France est encore beaucoup plus fossilisée qu'en Belgique. Franchement, je suis désolé de le dire et je ne le dis pas avec un plaisir. Normalement, c'est toujours les Belges qui ont la faute de tout et c'est un rôle que j'assume. Mais cette fois-ci, je pense franchement, quand j'étais à Paris, j'ai quand même eu beaucoup de contacts et ce qui tue en quelque sorte l'esprit démocratique en France, à mon avis, c'est le système des grandes écoles. Les élus, les responsables, les hauts fonctionnaires et tout ça, ils ont tous été aux mêmes écoles. Et en fait, il y a 10 ans, ils se prennent pour des dieux. Il y a 10 ans, je ne comprenais pas pourquoi Pierre Bourdieu avait écrit un ouvrage aussi important aux grandes écoles. Je dis, à quoi bon? Et maintenant, je comprends. Je comprends parce que c'est quand même curieux. Pardon? Ça part d'une bonne intention. Ça part d'une bonne intention, d'avoir les meilleurs fonctionnaires imaginables, des écoles pour former une classe gouvernementale, mais c'est devenu une aristocratie scolaire en quelque sorte. Si tu n'as pas été à l'ENA à Strasbourg, il y a peu de chances que tu vas te retrouver dans le haut fonctionnariat français. Et donc je pense là, c'est une caste, qui a aussi un langage. Pierre Bourdieu appartenait à cette caste. Il regrettait beaucoup que son langage était langage. Quand moi je vais parler du Congo, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Quand je parle du Congo en France aussi, je constate chez le public un appétit, une envie pour que les intellectuels écrivent de façon lisible et aussi pertinente. Moi, j'ai parfois du mal, moi qui ne suis pas francophone, je me casse les dents parfois sur la prose produite par une intelligentsia français, alors qu'ils ont des choses à dire. Pierre Bourdieu, c'est quand même un penseur formidable, mais son langage, c'est de l'ardoise bleue belge, quoi. C'est dur. Et donc je pense effectivement que ce système d'un caste est encore plus fort. Et ça, on ne voit pas chez les politiques et chez les élus belges. J'ai beaucoup de critiques. J'ai beaucoup de reproches à faire au système belge. Je ne vais pas défendre la classe politique belge, mais je vois qu'il n'y a pas cette idée. Nous sommes issus d'un système scolaire. C'est peut-être pour ça aussi que je sais que tu as trouvé que mon livre était encore assez gentil. C'est aussi parce que je suis belge. Et j'ai eu la chance de parler avec toute une série de personnalités de la vie politique belge. La plupart sont contrés, soyons clairs. Mais j'ai quand même constaté un certain nombre de gens qui sont vraiment ouverts. Et la présidente du Sénat, elle était vraiment sincère quand elle disait c'est pas elle qui allait changer le Sénat, et c'était toujours un changement de... Elle était prête à y réfléchir, oui. Mais bien sûr, et ça c'est alors le problème belge, une réforme du Sénat n'est pas faite par le sénateur, c'est décidé par les présidents de partis politiques. Nous sommes une partitocratie, c'est un mot très belge, une partitocratie très, très, très importante dans ce pays. Et donc, du coup, tout dans ce pays est plus ou moins décidé par 8 personnes qui sont présidents d'une ASBL. Voilà. Et alors, est-ce que dans ces partis, tu penses que